Trouver la perle rare, ça peut littéralement transformer une boîte. Le truc, c'est qu'en France, recruter, c'est un peu un parcours du combattant. Il y a des coups qu'on ne voit pas venir, des risques juridiques partout. Bref, comment on s'y retrouve dans tout ça? Allez, on va décortiquer le sujet ensemble. Alors, pour s'y retrouver, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, la question de base. On recrute en interne ou on fait appel à quelqu'un. Ensuite, on passera en revue la boîte à outils du recruteur, on verra à qui s'adresser si on délègue, puis on s'attaquera à l'art de l'offre d'emploi, et pour finir, super important, les règles du jeu et les risques à connaître. Voilà, on y est. La toute première décision est elle est stratégique. Est-ce qu'on se lance seul, avec les moyens du bord, ou est-ce qu'on confie cette mission, qui est quand même hyper importante, à des pros? C'est vraiment le point de départ. Bon, soyons clairs, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça dépend vraiment de 3 choses. D'abord le budget, évidemment, ensuite le temps, est-ce qu'on a vraiment quelqu'un en interne qui peut s'en occuper, et enfin le profil recherché. Ce n'est pas la même histoire de chercher un développeur ultra spécialisé que de recruter pour un poste plus standard. Ok, alors imaginons qu'on décide de faire ça en interne. C'est la première option. Concrètement, on fait comment? Quels sont les outils qu'on a sous la main pour trouver des candidats? C'est ce qu'on va appeler la boîte à outils du recruteur. Là, on a vraiment 2 philosophies qui s'affrontent. La presse écrite, c'est, disons, la vieille école. Ça coûte un bras, on parle de sommes qui peuvent monter jusqu'à 30 000 €, mais ça peut donner une image très sérieuse, très prestige. Et puis de l'autre côté, on a Internet. Là, c'est 10 fois moins cher et on peut toucher le monde entier. C'est plus une question de rapidité et d'efficacité. Mais attention, la boîte à outils ne se résume pas à ça. Elle est bien plus riche. Il y a le site web de l'entreprise, qui est la vitrine numéro 1. Il y a les réseaux sociaux, évidemment, LinkedIn en tête. Faut pas oublier les écoles, les anciens élèves, et puis les candidatures spontanées, la cooptation. Bref, chaque canal a son utilité selon le profil qu'on cherche. Bon, maintenant, changeons de perspective. Imaginons qu'on n'a ni le temps, ni les compétences en interne. C'est là qu'intervient la deuxième option, déléguer. Et là, on peut se tourner soit vers des experts privés, soit vers des organismes publics. Voyons un peu qui fait quoi dans ce paysage. Alors, à qui on s'adresse? Le monde du recrutement est assez vaste. D'un côté, il y a le secteur privé, les cabinets de recrutement classiques, les agences d'intérim et bien sûr les fameux chasseurs de tête, qui sont là pour dénicher des profils très pointus. De l'autre côté, on a les grands acteurs publics, France Travail et l'APEC, qui jouent un rôle clé pour mettre en relation les entreprises et les chercheurs d'emploi. Le nerf de la guerre, évidemment, c'est le prix. Passer par un cabinet et encore plus par un chasseur de tête, ça a un coût. Et pas des moindres. On parle d'une commission qui peut aller de 20 à 35% du salaire annuel brut du candidat. Donc oui, c'est un vrai investissement qu'il faut prévoir dans le budget. Et puis, il y a les incontournables, les services publics. On a France Travail, qui est vraiment le service universel de l'emploi en France, et à côté, l'APEC, qui est le spécialiste historique pour tout ce qui est recrutement de cadres. Ce sont 2 piliers du système, impossible de passer à côté. Maintenant, on arrive à un point super important, l'offre d'emploi. Ce n'est pas seulement une description de poste, c'est la toute première impression qu'on donne. C'est un peu une opération de séduction, mais une séduction qui doit absolument respecter la loi. C'est tout un art. Alors, comment on rédige une bonne offre? Il y a 4 règles d'or. Premièrement, il faut que ça donne envie, que ça raconte une histoire, pas juste une liste de tâches. Deuxièmement, soyons concrets. Il faut que la personne puisse s'imaginer faire le job. Troisièmement, on précise bien les compétences attendues. Et enfin, quatrièmement, on utilise un style direct, on parle à la personne. L'idée, c'est de créer un lien tout de suite. Et là, attention, terrain miné. La loi française est extrêmement stricte sur la non-discrimination. C'est simple, il y a des choses qu'on n'a absolument pas le droit d'écrire. Interdit de mentionner une limite d'âge, même avec des termes comme junior ou senior. Interdit de préciser un sexe, sauf cas très particulier. Et bien sûr, toute référence à l'origine, la religion, la santé, c'est illégal. Point. Et il faut bien comprendre que ce ne sont pas juste des conseils. On parle de sanctions pénales. Ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le risque est énorme, donc là-dessus, il faut être d'une prudence absolue. Allez, on aborde un sujet un peu plus délicat, le débauchage. C'est-à-dire le fait d'aller piquer des talents chez la concurrence. C'est une pratique très répandue, mais attention, c'est aussi très encadré par la loi. En soi, débaucher quelqu'un, ce n'est pas illégal. C'est le principe de la liberté du travail. On a le droit de proposer un meilleur job à quelqu'un qui est déjà en poste. Mais là où ça bascule dans l'illégalité, c'est quand l'objectif n'est plus de recruter un talent, mais de désorganiser, voire de couler l'entreprise concurrente. Et ça s'appelle de la concurrence déloyale. Et les risques, ils sont bien réels. Si on débauche toute une équipe d'un coup, ça peut être considéré comme de la concurrence déloyale.
Si on embauche quelqu'un qui a une clause de non-concurrence sans faire attention, on peut se retrouver à payer des dommages et intérêts avec lui. Et le pire, si on utilise des manœuvres frauduleuses comme la corruption, là on tombe carrément dans le pénal. Donc, s'il y a une chose à retenir, un réflexe à avoir absolument avant de faire une offre, c'est celui-ci. Toujours vérifier si la personne est liée par une clause de non-concurrence. C'est un petit geste qui peut éviter de très gros problèmes. Finalement, après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que le recrutement parfait existe vraiment? Entre la recherche de la perle rare, le labyrinthe juridique et cette fameuse guerre des talents, est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans l'art du compromis, dans la recherche du meilleur ajustement possible? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage.